Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Gabon 24. Voici les titres. Au Gabon, les indicateurs économiques sont au vert malgré la crise dans le secteur pétrolier due à la baisse des cours de l'or noir. Le Fonds monétaire international souligne les bons résultats du pays, notamment dans le domaine minier, le secteur du bois grâce à la transformation des matières premières et pas seulement. Au Rwanda, la campagne électorale en vue de la présidentielle rwandaise entre dans sa dernière phase avant l'élection du 4 août. Le président sortant Paul Kagame, qui rempile pour un troisième mandat, a pris part à un grand rassemblement à Ruhengeri, dans le nord du pays. Il reste le favori dans cette présidentielle face à ses challengers Franck Habineza et Philippe Mpayimana, tous deux jeunes joueurs sur la scène politique. Espagne Football, c'est désormais officiel. Après avoir entretenu le suspense pendant plusieurs jours, l'attaquant brésilien superstar du FC Barcelone est en route pour Paris. Annoncé au PSG, le Brésilien n'a fait qu'une courte apparition à la Ciutat Esportiva de Barcelone ce mercredi matin pour dire au revoir à ses coéquipiers. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Gabon 24. Bienvenue à tous. Suite à la conférence de presse tenue par certains membres du gouvernement et du Parti démocratique gabonais le 28 juillet dernier à Libreville, le secrétaire général du PDG a donné une interview à la télévision nationale pour fustiger cette initiative, toute chose qui pourrait laisser penser à une incompréhension au sein du parti au pouvoir. Lariska Lormomigui. Assistons-nous au début d'une crise au sein du Parti démocratique gabonais ? La dernière sortie médiatique du secrétaire général de cette formation politique laisse penser, au dire des observateurs de la scène politique gabonaise, que le dialogue et la tolérance tendent à disparaître. Pourtant, jusqu'ici, elles étaient les principales valeurs, facteurs de la force et la longévité du parti de feu Omar Bongo Ondimba. La conférence de presse du 28 juillet dernier de certains membres du gouvernement, tous cadres du Parti démocratique gabonais, fait l'objet d'interprétations diverses. Pour certains, la démarche pourrait ne pas donner les résultats escomptés dans le contexte actuel. Pour d'autres, l'initiative est salutaire au moment où le peuple a besoin d'être édifié sur le climat politique du pays. Trop d'intox sur les réseaux sociaux, trop de déclarations de salons visant à semer le trouble dans l'opinion. Autant d'événements qui, au dire du Gabonais lambda, devraient amener les autorités à rassurer la population. Dans tous les cas, le président de la République, chef de l'État, premier responsable, devant veiller à la stabilité du pays, pourra apprécier les efforts fournis de part et d'autre pour amener l'apaisement au sortir d'une élection présidentielle dont les stigmates ne sont visiblement pas effacés. Et puis, au moment où les autorités du pays mettent en place des mécanismes pour apaiser les tensions sociales, certains acteurs politiques, tous bords confondus, s'obstinent à camper le débat sur une élection présidentielle passée depuis près d'un an, alors que d'autres évoquent la nécessité de passer à autre chose. Retrouvons Lariska Lormamengui et Loïc Nzugui. Près d'un an après la dernière élection présidentielle au Gabon, le débat politique n'a pas beaucoup évolué. Toutes les séquelles ne se sont pas dissipées. La population est la principale victime de ce qui s'apparente à un conflit interpersonnel. L'élection présidentielle laisse plein de dégâts dans les bas quartiers. Par moments, il arrive que vous ne pouvez plus parler à votre voisin tout simplement parce qu'il a voté l'opposition ou celui de l'opposition ne va plus parler à l'autre parce qu'il a voté la majorité. Il ne faudrait pas qu'on soit des otages des hommes politiques parce qu'à la fin tout ça, ils finiront un jour par se retrouver. Ils finiront par se retrouver. Et après, quelle sera notre place? Et quand on veut gérer un pays, on ne se doit pas de diviser les gens qu'on veut gouverner demain. Parce que si vous les divisez, vous allez gouverner qui d'autre? Comment comprendre qu'au sortir du dialogue politique inclusif et sans tabou qui a duré plusieurs mois, d'aucuns s'obstinent à entretenir la tension, la haine par des prises de parole tendancieuses dans les médias, dont les réseaux sociaux, ramenant le débat au déroulement d'une élection déjà passée? L'élection présidentielle est derrière nous. Qu'on arrête d'inciter à la violence. Aujourd'hui, vous ne pouvez même pas allumer la télé, suivre le journal avec vos enfants parce que de suite, ce qui passe pour insulter soit le président. Tout pouvoir vient de Dieu. Cette fois-ci, les populations ont choisi que c'est Ali Bongo. Mais laissez Ali Bongo gouverner, quitte à la partie qui gouverne.
À eux aussi de se concentrer pour trouver des solutions aux problèmes que vivent les Gabonais. Pour Sévérin Don-Ekomi, il est temps de se mettre au travail pour mettre en musique la politique sociale pour laquelle Ali Bongo Ondimba a été élu. Il sera le seul comptable de son bilan en 2023. Le ministre de la fonction publique a reçu en audience les membres du bureau du Conseil économique et social pour aborder avec eux la question du service public au sein de cette institution. Le compte-rendu de Gabriel Ratanga et Loïc Nzigou. Les membres du bureau du Conseil économique et social ont mis sur la table du ministre de la fonction publique leurs préoccupations, notamment la mise en bon de caisse et le non-paiement des salaires. Au ministre Ogandaga, gardien du service public gabonais, de clarifier les choses au cours de cette audience. Lorsqu'on veut clarifier une situation administrative, on s'adresse à la fonction publique qui est le dépositaire de la norme administrative. La mise en bon de caisse, je vous l'ai dit, n'est pas une sanction. C'est tout simplement un mode de gestion usité à des fins de contrôle. La suspension est une privation de la rémunération qui est la résultante d'une sanction. Une sanction ou bien un début de sanction. La mise en bon de caisse étant désormais une réforme qui tend à intégrer tous les ministères, répond à deux mesures, à savoir la justification de sa présence au poste et la mise à jour du fichier du personnel, dans quel cas la répercussion serait la suspension de salaire. La mission à Libreville du Fonds monétaire international s'achève. Au terme d'une semaine de travail, le chef de délégation a fait le point sur la situation économique et financière du Gabon après l'approbation de son programme de relance économique par le conseil d'administration du fonds. Des signaux positifs font état d'une stabilité économique au premier trimestre 2017. Joël Tatou et Muriel Noyene. La récente mission du Fonds monétaire international au Gabon visait essentiellement à évaluer la situation économique et financière du pays avec un accent sur l'état d'avancement des réformes structurelles. Après une semaine de travail, il ressort que les perspectives économiques à court terme du Gabon demeurent certes délicates, mais quelques indicateurs démontrent une certaine stabilité grâce à la valorisation de certains secteurs. Il y a des secteurs liés aux ressources naturelles, comme par exemple les filières manganèse et bois, et les activités agro-industrielles qui connaissent une croissance rapide, et les BTP qui semblent manifester plus de résilience que prévu. Un autre aspect positif concerne l'évolution de la balance de paiement. La croissance des industries extractives du Gabon a dopé les exportations de 38%, un glissement annuel, à fin juin, tandis que les importations ont reculé de 21%. Mais déjà, cette mission serait perçue comme un dictat du FMI, alors que l'institution vient d'octroyer environ 642 millions de dollars sur un accord triennal au titre du mécanisme élargi de crédit à l'appui du programme de relance économique à moyen terme du Gabon. Je pense que vous avez eu l'occasion de regarder le site du ministère de l'économie et même celui du Fonds monétaire pour voir le programme, le contenu du programme, les indicateurs, les mesures de réforme structurelle qui ne sont pas des mesures dictées par le Fonds monétaire international. C'est le gouvernement gabonais qui a choisi cela. Je précise que le Fonds monétaire international vient appuyer le plan de relance de l'économie. Donc ce n'est pas le Fonds monétaire qui dicte cela au Gabon. Le Gabon a choisi de le faire. C'est nous-mêmes. Et le Fonds monétaire dit, OK, vous avez un programme, vous avez pris ces mesures. Nous sommes d'accord, elles sont censées. Nous vous soutenons. À vous maintenant de pouvoir mettre en musique cela. Donc ce n'est pas du tout un dictat du Fonds monétaire international. Le plan de relance de l'économie, ça a été une volonté du gouvernement. Pour l'heure, il est question de se mettre au travail en misant sur la stratégie de diversification qui offre la possibilité de hisser la croissance vers les 5% à moyen terme. L'association Imagine a inauguré ce mercredi à Kanda, au nord de Libreville, le Café Imagine. Il s'agit d'un cadre d'échange, de réflexion sur l'action et les politiques publiques. La protection de vins et aires marines au Gabon était le thème de ce premier café qui a vu la participation du professeur Lee White, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de la protection de la nature. Alexandre Koguet. Quel enjeu pour le Gabon de protéger les aires marines ? C'est le thème du Café Imagine, un atelier d'échange entre les experts et les participants, initié par l'association Imagine Gabon, ce mercredi à Kanda, au nord de Libreville.
Le professeur Liwat a édifié l'assistant sur le bien fondé de cette action entreprise par le gouvernement gabonais. Et il y a des études scientifiques partout dans le monde qui montrent que pour bien gérer la pêche, pour une pêche durable, il faut préserver, il faut protéger les zones de reproduction, il faut protéger certaines parties de l'écosystème, les zones fragiles. Mais en créant des aires protégées, on augmente la productivité. Donc on augmente la quantité de poissons qu'on peut pêcher. Les participants sont satisfaits des échanges. Bon, je pense que la présentation du professeur Lee White montre très bien l'importance du pays Gabon, la biodiversité que vous avez dans votre pays et que la création des parcs est pourtant très importante. C'est avec beaucoup de satisfaction que je sors de ce premier café Imagine, parce qu'il va sans dire que nous souffrons tous au Gabon finalement d'une désinformation. Donc le café Imagine est venu apporter un plus. Cette rencontre est le fruit de l'association Imagine Gabon. Ce concept de café Imagine vise à éclairer l'opinion sur les politiques publiques au Gabon, à travers des thèmes variés qui seront abordés au cours de chaque atelier. La création de 20 aires marines protégées avait été annoncée par le président Ali Bongo Ondimba le 5 juin 2017 à New York lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Les agents de la Société gabonaise de transport ne sont pas contre une reprise immédiate du service minimum, mais même définitive. Seulement, ils souhaitent qu'un début de solution de la crise soit trouvé. C'est du moins ce qui en ressort de la séance de travail entre le cabinet du ministre des Transports, les cadres et les leaders syndicaux de la Sogatra ce mercredi à Libreville. Gaël Mapessi et Jospin Moumadianga. Le feuilleton Sogatra serait-il en passe de trouver une issue favorable ? Après la rencontre avec la ministre des Transports mardi dernier, qui a accouché de la mise en place d'un comité de dialogue permanent, les leaders syndicaux de la Société gabonaise de transport ont eu une séance de travail ce mercredi à Libreville avec les représentants de la tutelle, les partenaires sociaux et leur direction générale. Nous ne faisons pas du syndicat dans l'intox. Nous faisons du syndicat dans la responsabilité. Et que, avant d'entrer en grève, il y a eu un préavis. Et dans ce préavis, il y a eu un service minimum. Reconnaissant la volonté du ministère des Transports à vouloir trouver des solutions rapides et définitives à cette crise, pour les agents de la Sogatra, un service minimum sera mis en place à la seule condition qu'un début de solution de crise soit trouvé. Quant au service minimum en exploitation, il faudrait qu'il y ait un début de solution. Nous vous avons dit clairement que le comité, son but, c'est de rechercher la solution idoine à nos problèmes. Donc, tant qu'il n'y a pas la solution, certainement, il n'y aura pas l'exploitation. En attendant que les travaux entamés par le comité de dialogue composé des techniciens du ministère des Transports, des leaders syndicaux et certains cadres de la direction générale de la Société gabonaise de transport proposent des pistes de solutions à la sortie de crise qui paralyse l'entreprise depuis bientôt 2 mois, seul le service minimum administratif sera assuré. Ouvrons la page Afrique de ce journal, cap sur la République démocratique du Congo. Extraction du diamant ralenti, ville quasi coupée du monde, risque de pénurie, crise humanitaire, victimes traumatisées, une année de violence au Kasaï a exacerbé les crises économiques et politiques en République démocratique du Congo. Larissa Mazzomo. Traversée par la rivière Kasaï qui serpente au milieu des palmiers, Chikapa et 100 millions d'habitants vivent comme une ville assiégée et coupée du reste du monde en raison de l'insécurité sur la voie fluviale et les routes. L'éclat des diamants du Kasaï s'est terni depuis le 12 août 2016 et la mort du chef coutumier Jean-Prince Pandi, tué dans un assaut militaire. Sa mort a allumé les feux de l'insurrection des rebelles, suscitant une sévère répression. Le mois dernier, l'association des navigants du Kasaï Chikapa avait même suspendu la circulation fluviale pour protester contre l'insécurité, mais le trafic reprend très timidement. Avant, on allait travailler dans n'importe quelle mine chercher du diamant. Mais maintenant, on a tous peur de mourir à cause de l'insécurité. On ne peut pas non plus rester sans rien faire. Pour survivre avec nos familles, on est obligé de chercher, ne serait-ce que le minimum, dans les mines abandonnées, proches de la ville de Chikapa. Chikapa, la chasse gardée des milices, Pindé, une communauté locale. Mieux vaut ne pas s'y aventurer seul, mais toujours en convoi, tout comme sur la route qui descend vers la province angolaise de Lunda Norte.
Conséquence de cet isolement, la flambée des prix des produits de base sur le marché, avec une hausse de prix de 50, 100 et 150% respectivement. En plus de 100 millions d'habitants, Chikapa accueille plus de 70 000 déplacés qui ont fui les affrontements entre forces de sécurité et milices, voire des rivalités entre communautés. Les autorités tentent, elles, de multiplier les signes d'un retour à la normale et les opérations du recensement électoral au Kasaï vont pouvoir commencer. Cette élection doit désigner un successeur au président Kabila, dont le deuxième mandat a pris fin en décembre et à qui la Constitution interdit de se représenter. Au Rwanda, quelques 6 millions de Rwandais sont appelés aux urnes vendredi pour une élection présidentielle promise à l'homme qui tient fermement les rênes du pays depuis plus de 2 décennies. Le sortant Paul Kagame, qui tenait son dernier meeting ce mercredi dans la capitale rwandaise Kigali. Le récit de Larissa Matsumo. Visionnaire pour les uns, despote pour d'autres, Paul Kagame est à 59 ans, opposé à 2 candidats approuvés par la commission électorale. Franck Habineza, leader de la seule formation d'opposition tolérée au Rwanda, le Parti démocratique vert, et le candidat indépendant Philippe Mpayimana. Mais la bataille semble perdue d'avance pour ces 2 hommes quasi inconnus des Rwandais qui ont disposé de très peu de moyens pour faire campagne face au président sortant dont le Front patriotique rwandais, FPR, contrôle d'une main de fer toutes les sphères de la société depuis qu'il a mis fin au génocide de 1994. Le pays des 1000 collines s'est drapé du rouge, blanc et bleu du FPR tout au long de la campagne débutée le 14 juillet. Des ronds-points aux panneaux publicitaires en passant par les 4x4, rutilants sillonnant la capitale Kigali. Ce meeting, un peu plus d'une centaine de personnes y sont venues, dont beaucoup d'enfants attirés avant tout par la musique. On est bien loin de l'impressionnant dispositif mis en place à chaque meeting de Paul Kagame. Petits drapeaux et chapeaux en papier aux couleurs du FPR sont systématiquement distribués à des milliers de personnes rassemblées plusieurs heures avant l'arrivée du président sortant. L'intéressé ne doute d'ailleurs pas de sa victoire, répétant à qui veut l'entendre que l'élection s'est déjà jouée en 2015 avec le plébiscite par référendum d'une modification de la Constitution lui permettant de briguer un nouveau mandat de 7 ans et potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis que le FPR a renversé en juillet 1994 le gouvernement extrémiste Hutu ayant déclenché le génocide qui a fait 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Les 2343 bureaux de vote ouvriront vendredi de 7h à 15h. La ministre française a achevé mardi au Mali une tournée entamée au Tchad en passant par le Niger pour une visite avec son homologue allemande de 3 des pays du G5 Sahel qui comprend également le Burkina Faso et la Mauritanie. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. Les 2 ministres européennes ont été reçus par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et ont eu des entretiens tripartites avec le ministre malien de la Défense Tiena Coulibaly. Au cours de leur entretien avec Keïta, il a surtout été question de marquer l'appui en équipement et en formation à la force du G5, de mobiliser les partenaires européens et internationaux en soutien à l'initiative du couple franco-allemand dans le cadre du G5 Sahel, a déclaré une source à la présidence malienne. Je sais que vous menez déjà régulièrement des opérations conjointes transfrontalières avec les forces armées des pays du G5. Ces opérations préfigurent largement ce que sera demain la force conjointe du G5 Sahel. Barkhane ne ménage pas ses efforts pour soutenir, guider et faciliter sa montée en puissance. Le 2 juillet, les chefs d'État du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron avaient acté la constitution de cette force conjointe G5 Sahel et débloqué des fonds pour qu'elle soit pleinement opérationnelle en octobre. L'Union européenne a déjà promis 50 millions d'euros auxquels doivent s'ajouter 50 millions de contributions des États membres, mais le G5 a estimé les besoins de fonctionnement de cette force à 423 millions. Une conférence des donateurs est prévue fin septembre à Berlin, a indiqué lundi la ministre française. Conséquence inévitable du développement massif d'infrastructures au Kenya, la dette a augmenté de plus de 10 points sous le président Kenyatta pour dépasser les 50% du PIB et inquiète notamment parce qu'elle a été contractée par des parties importantes auprès de la Chine à des conditions peu avantageuses. Le récit de Gabriel Ratonga. Le timing était parfait.
2 mois avant de briguer un second mandat, le 8 août, le président kenyan Uhuru Kenyatta a inauguré le plus grand projet de l'histoire du pays, une ligne ferroviaire ultramoderne reliant Nairobi au port de Mombasa, brandi comme étendard de son mandat. Mais alors que les fanfares s'époumonaient, un autre événement venait lui aussi de s'ériger en symbole, une crise alimentaire ayant vu exploser le prix de la farine de maïs, nourriture de base d'une majorité de Kenyans, et provoquant dans son sillage la grogne des citoyens les plus pauvres. D'un côté, il y a le Kenyan qui se développe, quitte à s'endetter et qui reste l'économie la plus dynamique d'Afrique de l'Est. De l'autre côté, il y a le Kenya qui bénéficie à peine de la croissance. Nous avons vu une détérioration significative. Il est clair pour tout le monde que les niveaux de corruption n'ont pas diminué. Ils ont augmenté et c'est le plus grand défi à relever pour le Kenya. Et j'ai bien peur qu'il faille une volonté très forte pour vaincre la corruption. Cette dernière a bien oscillé entre 5,4 et 5,9% depuis 2013, portée par la consommation des ménages de plus en plus nombreux et les investissements publics. Mais le bilan économique de Kenyatta, considéré comme un des points forts de son mandat de 4 ans, doit être nuancé. À la tête d'un pays au profil atypique en Afrique, relativement peu de ressources naturelles, mais une stabilité, un dynamisme économique et une industrie des services remarquables, le président est surtout salué pour le développement des infrastructures, certaines en projet avant son arrivée. Le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, 96 ans, va prendre une retraite bien méritée à ses yeux mercredi, à l'issue des derniers engagements publics officiels en solo au palais de Buckingham à Londres. Le regard de Gabriel Ratamba. À 96 ans, le prince Philippe va prendre une retraite bien méritée à ses yeux mercredi. Le duc d'Édimbourg, qui détient le record de longévité des princes consorts britanniques, va passer en revue une parade des Royal Marines, une unité de la Royal Navy, la marine militaire britannique, au sein de laquelle il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa dernière sortie individuelle mettra un point final à 65 ans d'un parcours qui l'a conduit à honorer au total 22 219 engagements au solo, effectuer 637 visites officielles à l'étranger et prononcer près de 5 500 discours, selon des statistiques compilées par le palais de Buckingham. Le prince Philippe assure le patronage de 785 organisations qu'il continuera à soutenir durant sa retraite. Celle-ci avait été annoncée au mois de mai, le palais assurant alors que cette décision n'était pas justifiée par des questions de santé alors qu'Élisabeth II et son époux avaient dû renoncer à assister à plusieurs événements autour de Noël en raison d'un gros rhume. Au mois de juin, le prince Philippe avait dû être hospitalisé de nuit pour soigner une infection liée à une pathologie existante. Un assistant de la famille royale avait souligné que le prince Philippe était impatient de profiter davantage de son temps libre. Le président brésilien Michel Temer, cible de graves accusations de corruption, a insisté sur les succès de son gouvernement dans une vidéo publiée à la veille d'un vote crucial au Parlement qui pourrait l'écarter du pouvoir. Le récit de Larissa Mazzomo. Pourra-t-il aller au bout de son mandat ? Le président brésilien Michel Temer, cible de graves accusations de corruption, doit être fixé sur son sort mercredi avec un vote crucial au Parlement. Si 2/3 des députés décident d'un procès devant la Cour suprême, le chef de l'État risque d'être inculpé et écarté du pouvoir pour 6 mois. Malgré une cote de popularité historiquement basse, Michel Temer défend son bilan et affiche une confiance inébranlable en sa capacité à obtenir les voix nécessaires pour que l'affaire soit définitivement classée. Gérer un pays signifie gérer ses priorités. Et quand la priorité est celle de ceux qui en ont le plus besoin, une tâche accomplie devient un plaisir. Cela nous donne la force d'affronter d'autres injustices. Le Brésil ne peut, ne devrait pas et n'arrêtera pas tant que cela dépend de votre président. Soyez rassurés, je ne manquerai ni de la volonté ni du courage nécessaire pour effectuer des réformes et améliorer les choses quand cela est nécessaire. Si Michel Temer est écarté du pouvoir, le président de la Chambre le remplacera pendant 1 mois, le temps de désigner un successeur. Même s'il connaît bien les arcanes de la Chambre basse qu'il a présidée à 3 reprises, Temer sait qu'il n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Arrivé au pouvoir en mai 2016, après la destitution controversée de Dilma Rousseff, dont il était le vice-président, le président brésilien est pour le moment parvenu à se maintenir à son poste, malgré les scandales à répétition. En juin, il avait déjà été blanchi par la justice électorale face à des accusations de financement illégal de campagne.
Le gouvernement cubain a suspendu indéfiniment mardi l'octroi de nouvelles licences pour une tentative pour une trentaine d'activités dans le petit entrepreneuriat privé dans le but de lutter contre les fraudes dans ce secteur qui emploie plus d'un demi-million de Cubains. Les détails dans ce récit de Larissa Mazou. La mesure de suspendre l'octroi de nouvelles licences dans le secteur du petit entrepreneuriat privé à Cuba a été publiée au journal officiel. Cette décision affecte directement les candidats des licences de travailleurs privés dans les activités les plus demandées telles que la gestion d'auberges et restaurants privés, très prisés des touristes ou la construction. Elle vise à ce qu'aucune action ne demeure à la marge de la légalité, a expliqué dans la presse d'État la vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ces décisions ne constituent pas un recul dans le développement de cette activité, a-t-elle insisté. Certains travailleurs privés tels que les loueurs de chambres chez l'habitant ou les restaurateurs devront en outre ouvrir des comptes en banque vérifiables par le fisc, a indiqué de son côté le directeur des revenus au ministère des Finances. Raúl Castro, qui doit quitter la présidence en février prochain, a été le grand artisan de l'élargissement du petit entrepreneuriat privé dans le cadre de réformes visant à actualiser une économie à bout de souffle. Mais devant le Parlement en juin, il avait insisté sur la nécessité d'affronter résolument les illégalités constatées dans ce secteur, telles que l'usage de matières premières et équipements d'origine illicite et les déclarations de revenus sous-évaluées visant à se soustraire aux obligations fiscales. Selon des données officielles, 567 982 Cubains travaillent aujourd'hui comme travailleurs privés, soit 12% de la population active de l'île. Sport à présent, l'équipe locale de football gabonaise participera ou pas au tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des locaux. La question reste entière. À ce jour, c'est l'imbroglio qui règne au sein de cette discipline au Gabon, car ni la fédération ni le ministère des Sports n'est clair sur la situation des Panthères. Kenny Angore. CHAN 2018, le Gabon plongé dans l'imbroglio. Selon un communiqué signé du ministère datant d'il y a à peu près une semaine et relayé dans la presse locale, l'équipe nationale A' du Gabon ne prendrait pas part au tour préliminaire de cette compétition qui regroupe les sélections locales de chaque pays. Cette décision du ministère des Sports, jusqu'à présent, n'a pas été justifiée et n'a pas non plus fait l'objet de communication de la part des instances en charge du football gabonais. Un silence qui plonge les fans dans le doute et qui ne garantit en rien des lendemains meilleurs pour cette discipline déjà plongée dans une crise après les nombreux échecs de la sélection A qui a toujours du mal à se relever en compétition internationale. Et l'issue d'un championnat taillé en dents de scie qui ne produit toujours pas au pays des talents locaux attendus pour renforcer les effectifs. Quel sera l'impact de cette décision qui, de mémoire, serait le premier désistement du pays dans le domaine? Sans trop de détails, le site de la Fédération gabonaise de football indique les dates des matchs et semble-t-il se prépare déjà pour cette double confrontation face aux voisins directs, la République de Guinée équatoriale programmée la semaine du 11, 12 et 13 août 2017 et le retour étant programmé le 19 août 2017. Au sujet de cette compétition qui verra 49 pays sur la ligne de départ, sauf la RCA, la Tunisie, l'Érythrée, le Cap-Vert, le Tchad et certainement le Gabon, le pays n'a toujours pas communiqué officiellement sur la question. Cette décision du ministère de la Jeunesse et des Sports gabonais ne saurait passer inaperçue tant une possible sanction de la part de la CAF est attendue. Une sanction à quel prix? Le Gabon est, semble-t-il, arrivé au bout d'une double fracture entre les instances dirigeantes du football et le ministère de tutelle qui ne s'accordent plus. Ou d'autres questions plombent-elles l'harmonie qui existait tant dans le monde du sport roi au Gabon? Finalement, l'attaque gabonaise n'a pas fini de se donner des croche-pieds malgré sa possible participation au CHAN. Le divorce est attendu. Et puis, des sources proches du ministère des Sports, la Fédération gabonaise de football a été informée des motivations de sa décision. Pour le ministère, bien que le championnat national se soit bien déroulé, l'équipe A' des Panthères n'a jusqu'alors pas préparé sa participation à cette compétition conformément aux indications de la direction technique. Fin mai, le ministère avait annoncé que les équipes et les athlètes non préparés convenablement ne prendront plus part aux compétitions internationales. L'objectif ultime étant donc d'éviter des déconvenues en cascade aux équipes nationales. Et puis Espagne, Neymar s'en va. Cette fois, malgré les dires du président de la Liga, l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain semble se concrétiser. Attendu à Barcelone pour assister à l'entraînement. Blaugrana, donc le Brésilien, y a bien assisté. Le récit de Nabrice Bobala. 222 millions d'euros, c'est le montant que va débourser le Paris Saint-Germain pour se payer les services du crack brésilien de 25 ans.
Ce mercredi, alors que le Brésilien était convoqué pour une séance d'entraînement, il s'y est rendu, mais pas pour s'entraîner. Il est en effet arrivé au centre d'entraînement pour annoncer à ses futurs ex-coéquipiers qu'il quittait la Catalogne pour rallier la capitale française. Une information confirmée plus tard par le compte Twitter officiel du Barça, indiquant que le joueur avait reçu la permission de son entraîneur Ernesto Valverde de ne pas chausser les crampons. L'une des raisons de ce transfert record, souvent avancé par certains spécialistes et analystes du foot, c'est le leadership au sein de l'attaque barcelonaise. Pour le Brésilien, à 25 ans, c'est l'âge idéal pour se hisser au plus haut niveau de la discipline. La présence du quintuple Ballon d'Or aux côtés du Brésilien est un véritable frein à son ascension. Souvent présenté comme le futur du Barça, Neymar s'est souvent heurté à l'hégémonie de son coéquipier Lionel Messi. À l'apogée de son art, ce dernier est clairement le patron du club et n'entend pas facilement céder sa place. Probablement lassé d'être le second de Messi, Lori Verde a donc pris la décision d'aller voir ailleurs. Certainement motivé par les émoluments qui lui seront versés au Paris Saint-Germain, c'est sans hésitation qu'il a cédé aux avances des Franciliens. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel des titres. Au Gabon, les indicateurs économiques sont au vert. Malgré la crise dans le secteur pétrole due à la baisse des cours de l'or noir, le Fonds monétaire international souligne les bons résultats du pays, notamment dans le domaine minier, le secteur bois grâce à la transformation des matières premières et pas seulement. Et puis au Rwanda, la campagne électorale en vue de la présidentielle rwandaise entre dans sa dernière phase avant l'élection du 4 août. Le président sortant Paul Kagame, qui rempile pour un troisième mandat, prépare un grand rassemblement à Ruhengeri, dans le nord du pays. Il reste le favori dans cette présidentielle face à ses challengers Franck Abineza et Philippe Mpaimana, tous deux jeunes joueurs sur la scène politique. Et puis enfin, Espagne Football, c'est désormais officiel. Après avoir entretenu le suspense pendant plusieurs jours, l'attaquant brésilien superstar du FC Barcelone est en route pour Paris. Annoncé au PSG, le Brésilien n'a fait qu'une courte apparition à la Ciutat Esportiva de Barcelone ce mercredi matin pour dire au revoir à ses coéquipiers. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24, l'information continue.